Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous vous proposons de prendre un peu de recul, de sortir des apparences et d'ouvrir les yeux sur une réalité qui touche encore une grande majorité de la population malgache, la pauvreté. Dans cet épisode, on va aller au-delà des chiffres pour comprendre ce qu'est vraiment la pauvreté aujourd'hui à Madagascar, une réalité multidimensionnelle qui dépasse le simple manque d'argent. Nous verrons où en est le pays, comment cette pauvreté se manifeste au quotidien et quelles stratégies existent-ils pour y répondre ensemble. Aujourd'hui, dans le podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anna et Francis pour cet épisode qui va tourner autour de la pauvreté à Madagascar. Donc, pour commencer, Anna, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à l'audience, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici avec vous. Je m'appelle Ana Maria Oviedo. Je viens d'Équateur, donc très loin de Madagascar. Et je suis économiste de profession. Je travaille à la Banque mondiale. Je suis basée à Washington. Et j'ai travaillé dans plein de régions dans le monde, y compris l'Amérique latine, l'Europe, l'Afrique. Maintenant, je couvre l'Afrique centrale, spécifiquement le Cameroun et les pays voisins. Et voilà, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Francis, est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience, s'il te plaît? Oui. Moi, je m'appelle Francis Moulano. Je suis économiste principal à Rebondir, basé ici à Madagascar. Je gère les questions relatives à la pauvreté, aux statistiques, couvrant Madagascar, les comment, puis le Seychelles. On va rentrer dans le vif du sujet et ma première question va être comment définit-on aujourd'hui la pauvreté au-delà de l'aspect monétaire et quels sont les indicateurs clés euh, qu'on utilise actuellement pour la mesurer? Merci pour la question. Donc, quand on imagine la pauvreté, bien sûr, on imagine d'abord l'argent, le manque d'argent. Et la difficulté des familles et des personnes à se procurer des biens de première nécessité. Alors qu'en fait, la pauvreté, c'est un concept beaucoup plus large. La pauvreté peut être tout aussi bien une incapacité de accéder à une voie, c'est-à-dire aux droits que les personnes ont dans leur pays d'origine. Euh, Elle peut aussi se manifester par le manque d'accès à certains services et aux services qu'on considère tous des services de première nécessité aussi, des services de base, comme l'électricité, l'eau, l'assainissement, le logement, etc. Donc, on a plusieurs façons de voir, de concevoir, en fait, quelles sont les dimensions de la pauvreté. Comme nous avons étudié ici à Madagascar la question de la pauvreté en détail, nous avons regardé par exemple à certaines dimensions, comme j'ai dit, de services de base. Donc, ce qui est par exemple les dimensions de santé de base. Par exemple, la malnutrition. Donc, nous, on dit que, et pas seulement nous, mais beaucoup de chercheurs qui regardent ces questions de pauvreté disent que les enfants qui souffrent de malnutrition sont déprivés, c'est-à-dire qu'ils ont une incapacité déjà au départ dans leur enfance de accéder à un capital humain, de pouvoir construire ce capital humain qui va par la suite leur offrir des opportunités à l'âge adulte. C'est-à-dire un enfant mal nourri aujourd'hui aura de la peine à apprendre, aura de la peine à se développer en tant qu'adulte productif et donc il aura déjà au départ un désavantage par rapport à un autre enfant qui, lui, aura accès à une nutrition appropriée. De la même façon, une personne qui n'a pas l'électricité ou qui n'a pas l'eau potable, elle aura évidemment moins d'opportunités, elle aura plus de difficultés à avoir une vie décente.
parce que se procurer de ces services, quand on n'a pas l'eau, par exemple, se procurer l'eau est beaucoup plus coûteux économiquement que si on a accès à l'eau potable publique. Donc voilà les différentes dimensions auxquelles on peut penser pour ce qui est de la pauvreté. Alors maintenant, à Madagascar, concrètement, par exemple, on a trouvé que 4,4 millions de ménages n'ont pas un accès à l'eau potable. Donc, c'est-à-dire 4,4 millions de ménages ont une privation par rapport à ces dimensions du bien-être. 4,7 millions de ménages n'ont pas accès à l'assainissement, c'est-à-dire qu'ils sont exposés à des maladies qui par la suite peuvent, elles, causer des choses comme la malnutrition et peuvent augmenter la mortalité des personnes. Donc, et là aussi, c'est un manque qui est vraiment important, qui est localisé, bien sûr, beaucoup plus dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Et après, il y a l'éducation. Bien sûr, l'éducation est quelque chose qui est clé pour la réussite et pour pouvoir s'en sortir de la pauvreté. Il y a une relation très claire statistiquement au niveau mondial entre la probabilité d'être pauvre et le niveau d'éducation. Donc, plus une personne est éduquée, moins elle a des probabilités d'être en pauvreté. Donc, une personne qui n'a pas accès à une éducation et surtout à une éducation de qualité est une personne qui déjà sera désavantagée au moment d'avoir des opportunités économiques et donc elle aura une probabilité d'être en pauvreté qui sera plus élevée. Et puis on peut parler aussi de, par exemple, la sécurité alimentaire, plus largement que la malnutrition, vu que la malnutrition c'est un problème vraiment grave à l'âge, à la première enfance, à la petite enfance, mais la sécurité alimentaire plus largement elle affecte tout le monde dans certaines parties du pays. Et évidemment, elle va réduire le taux de survie des personnes, elle va réduire la productivité des personnes et elle met vraiment en danger la survie de beaucoup de populations dans le pays. J'ai aidé aujourd'hui la situation de Madagascar, justement, par rapport à la pauvreté. Contrairement à ce qu'on connaît, hein, de la pauvreté monétaire, on est habitué à 1 dollar par jour. Maintenant, c'est à 2,15 $ par personne par jour. Mais plutôt, parlons de la pauvreté non monétaire, n'est-ce pas, qui, Madagascar, par exemple, ça couvre trois éléments. Donc, il y a un élément qui couvre l'éducation, il y a un élément qui couvre la santé, et puis un troisième élément qui couvre les conditions de vie. Dans l'éducation, nous avons donc la participation à l'écolage, dans des enfants à l'âge de l'écolage, et puis les années de l'éducation des personnes. Dans la partie santé, nous avons la nutrition, plus précisément mesurée à travers le terme de croissance des enfants. Et nous avons, comme deuxième élément, nous avons le taux de mortalité infantile. Et maintenant, les conditions de vie, c'est là où il y a vraiment la majorité d'éléments. 2 éléments santé, 2 éléments éducation, et puis 6 éléments, ou 6 indicateurs, je veux dire. Dans les conditions de vie, on parle de l'assainissement, accès à l'eau, accès à l'électricité, on parle de logement, dans la qualité de logement, on parle de combustible pour la cuisson, et on parle aussi des avoirs, donc à peu près 6 éléments. Alors, pour Madagascar, à travers les enquêtes, plusieurs enquêtes derrière des femmes, plusieurs enquêtes, comme tu dis, il y a des enquêtes nationales, qui sont vraiment d'une nation. Alors, nous avons regardé toutes ces questions, regardé, n'est-ce pas, combien de bagages, n'est-ce pas, ont accès, ou du moins sont déprivés, si on peut le dire, de ces 10 éléments, hein, c'est-à-dire santé, l'éducation et conditions de vie. C'est plusieurs enquêtes qu'on fait. Alors, on regarde Madagascar. Donc, l'idée, c'est de voir combien de personnes sont privées de au moins 30% de ces indicateurs-là. Alors, c'est une bonne et mauvaise nouvelle.
hein, d'après nos analyses. Alors, quand on regarde la première fois que cette pauvreté non monétaire a été mesurée, c'était en 2008. Et c'était à peu près 75%, ce niveau-là. Et en 2018, 10 ans après, c'est sensiblement réduit à 65, je ne sais pas, 65. Et récemment, on a encore mesuré cela en 2021. Ça a un peu augmenté je crois, 67%. 67% des ménages sans empilation, d'au moins 30% de ces 10 éléments, donc dans la santé, l'éducation, donc c'est un peu ce que nous décevons sur Madagascar. Donc ça, c'est sur base des enquêtes qui ont été faites, comme mesurer ces éléments. Donc c'est un peu la condition actuelle à Madagascar. Donc une nette amélioration qui s'est faite en 10 ans, mais une détérioration légère qui a été faite dans les 3-4 ans passés, que on estime est associée au Covid. Parce que si on regarde les causes de cette détérioration, c'est plutôt sur les éléments nutritionnels, n'est-ce pas? Où on trouve que il y a une augmentation sensible, n'est-ce pas, du taux de retard de croissance des enfants. Et ça, c'est vraiment associé à la crise économique qui a été, dans Madagascar, a été effective juste après la Covid. D'accord. Donc, en fait, c'est un peu ça notre analyse. D'accord. En plus, franchement, c'est une analyse super intéressante parce qu'effectivement, on ne pense pas forcément quand on parle de pauvreté à ces indicateurs-là, qui pourtant en fait sont effectivement hyper importants. Et comme on disait tout à l'heure, on parle pas forcément de la santé monétaire uniquement, mais ouais, il y a tout un spectre en fait autour. C'est de plusieurs dimensions, on va dire, je pense, à ce terme pauvreté justement. Oui. Et qui est important de comprendre. En fait. Et, non, non, c'est important. Moi, en fait, de mon point de vue, surtout quand on discute avec les personnes en charge des questions politiques, de mettre en œuvre des projets ou de mettre en œuvre des politiques sociales et ainsi de suite. Alors, on pose la question, comment on peut réduire la pauvreté? Alors, naturellement, la question, c'est comment réduire la pauvreté monétaire qu'on connaît. C'est difficile. Parce que, voilà, comment on peut le faire, c'est compliqué. Mais quand on pose la question, autrement, on se dit, comment réduire la pauvreté non monétaire? Alors là, c'est que, là, je peux dire, ça, quand vous augmentez l'accès à l'électricité, c'est l'un des indicateurs qui va s'améliorer. L'accès à l'eau, c'est l'un des indicateurs qui s'améliore. L'accès à l'écolage, et ainsi de suite. S'améliorer les conditions de vie des ménages par accès à un rôle puissant de combustible pour la puissance, le verre et ainsi de suite. Ça améliore les conditions de vie. Et ainsi de suite. Donc là c'est vraiment clair. On peut se dire, pour améliorer, n'est-ce pas, la pauvreté non monétaire, on peut se dire, on peut faire, on améliore telle activité, et là, on est clair. Mais quand on parle de la pauvreté traditionnelle monétaire, ça devient plus compliqué. Souvent, on dit non, il faut croître l'économie. C'est vraiment très cher. Mais vraiment, avec cette question de pauvreté non monétaire, c'est clair, c'est des acteurs politiques sont préfèrent cet indicateur parce que cela leur permet vraiment de lier leurs activités à des résultats palpables sur le terrain, notamment dans l'amélioration des conditions de vie. Quelles sont en fait aujourd'hui les stratégies les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté infantile et en fait au final faire en sorte que les enfants à Madagascar puissent avoir et espérer un avenir meilleur. Alors ça, c'est une super question et en fait, c'est plusieurs questions en une. Donc, je vais essayer de les casser en petits morceaux pour donner un peu plus de contenu. Donc, la première chose que tu as dit, c'est les enfants. Alors, il y a une chose très importante et qui n'est pas seulement vraie à Madagascar, mais dans tous les pays en développement, et même dans tous les pays, en fait, je dirais, c'est que la pauvreté est vraiment très, 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 très profondément liée à la composition des ménages. Et je ne dis pas par là qu'un ménage plus grand va être automatiquement plus pauvre, mais on trouve que parmi les ménages pauvres, il y a beaucoup plus de ménages de grande taille, par exemple.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, les familles pauvres sont des familles élargies, sont des familles où il y a les grands-parents, où il y a les oncles, les tantes, où il y a des orphelins, etc. Donc, c'est des familles déjà de grande taille. Ça veut dire que elles auront aussi plus de besoins juste par le fait que c'est des familles plus nombreuses. Après, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On trouve qu'il y a beaucoup plus d'enfants. Toujours, dans tous les pays dans le monde, parmi les ménages pauvres, il y a beaucoup plus d'enfants que parmi les ménages non pauvres qui ont tendance à être des ménages plutôt des adultes ou même des adultes déjà majeurs, etc. Et des personnes âgées. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit l'enfant est particulièrement vulnérable la pauvreté. Parce que souvent, les familles pauvres ont plus d'enfants, parce que les familles pauvres, par exemple, on peut s'imaginer dans les zones rurales, on a besoin de main-d'œuvre, et ça a toujours été historiquement comme ça. Les familles ont besoin de main-d'œuvre, donc elles ont beaucoup d'enfants pour qu'après ces enfants puissent aider à travailler la terre, à produire, etc. Il y a beaucoup plus de mortalité dans les zones rurales et dans les zones pauvres. Donc, les gens ont plus d'enfants parce qu'ils savent quelque part que certains de ces enfants ne vont pas survivre. Donc, du coup, elles ont plus d'enfants. Les familles pauvres ont moins d'accès à des méthodes de contraception. Donc, elles ont plus d'enfants parce qu'elles n'ont pas les moyens d'éviter que ça arrive. Elles ont moins d'éducation, donc elles ne savent pas très bien comment utiliser la contraception, comment y accéder, etc. Donc, il y a plein de barrières qui font que souvent les familles pauvres ont plus d'enfants, pardon, et que parmi les pauvres, on trouve plus de familles nombreuses et plus d'enfants. Donc, les enfants, presque par nature, par définition de démographique, sont plus représentés dans le segment de population qui est pauvre. Donc, ils sont particulièrement vulnérables. Et ça fait que, en fait, pour nous qui sommes des agences, des organisations qui essayons de donner de conseils aux, aux faiseurs de politique publique, on met beaucoup d'accent sur le fait qu'il faut vraiment se concentrer sur l'enfance parce que c'est là qu'on peut vraiment attaquer la pauvreté de façon directe et aussi de façon soutenable, c'est-à-dire on est en train de miser sur la génération future et ça c'est très important parce que ça fait que en fait si on a des effets positifs sur les enfants aujourd'hui, on aura une génération future plus productive et plus à même de, en fait, amener le pays à un autre niveau. Donc, c'est très, très important d'investir dans l'enfance. Et donc, ça m'amène en fait à dire quelles sont les solutions, quelles sont les différentes manières par lesquelles en fait le gouvernement et la société, hein, en général, la société peuvent aider les personnes pauvres et particulièrement les futures générations à avoir des chances de se sortir de la pauvreté. Donc, euh, d'abord, je dirais l'éducation est clé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a une très claire relation entre l'éducation et la pauvreté. La bonne nouvelle à Madagascar, c'est que la génération plus jeune, c'est-à-dire par exemple si on regarde les données du recensement de 2018, on voit que les jeunes entre 15 et 19 ans, à peu près, je dirais 60 à 70% des jeunes ont soit fini l'école primaire, soit fini l'école secondaire, ou ils sont en train de finir l'école secondaire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que si on regarde la génération, mettons, de 50 ans, c'était juste à l'envers, c'est-à-dire il y avait plus de gens qui avaient juste fini le primaire que des gens qui avaient fini le secondaire. Maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire il y a à peu près 30% des jeunes qui ont fini le primaire, mais plus que 44% des jeunes qui ont déjà fini le secondaire. Donc, on va vers une accumulation d'éducation qui est déjà plus importante que les générations précédentes. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est qu'il y a encore environ 16 à 17% des jeunes de 15 à 19 ans qui n'a aucune éducation, qui n'a même pas fait une année d'école. Ça, c'est très, très grave. Voir presque un cinquième de la population aujourd'hui qui est en fait aux portes de devenir adulte, qui n'a pas d'éducation du tout,
c'est vraiment, vraiment une perte énorme pour le pays. Donc, ça, c'est quelque chose il faut faire très attention. Et bien sûr que ce chiffre est plus bas aujourd'hui qu'il ne l'était pour, disons, il y a 2 générations où il y avait 30% des personnes qui n'avaient aucune éducation. Donc, c'est clair qu'il y a un progrès. Mais ce progrès est encore pas assez grand et le pays n'est pas où on aimerait le voir pour ce niveau-là. La même chose, en fait, une chose c'est peut-être pas lié directement à la pauvreté, mais je pense que c'est très important quand même, c'est euh, c'est en fait les capacités des personnes aujourd'hui à Madagascar à travailler dans un monde globalisé. Alors, on voit par exemple que on a moins d'un quart de la population, donc à peu près 20% de la population, d'après le recensement encore, qui parle le français. Et puis une minorité absolue qui parle encore une autre langue à part le français. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bon, ça peut nous dire que les personnes peuvent fonctionner dans l'économie malgache, mais pas ailleurs, pas au-delà de l'économie malgache. Donc, il y a vraiment une minorité de personnes qui est à même, qui a les outils pour fonctionner dans une économie globalisée. Ne serait-ce que, même en restant à Madagascar, par exemple, on peut penser au secteur de l'hôtellerie, du tourisme, etc. Euh, Si on n'a pas les moyens d'interagir avec des personnes qui parlent une autre langue, évidemment, on est désavantagé par rapport à ces opportunités-là. Donc, ça me ramène de nouveau au système éducatif qui, en fait, a encore des énormes dettes dans le pays. Il y a une autre chose dans le système éducatif, par exemple dans les zones rurales, qu'on avait discuté dans notre rapport, qui est en fait le calendrier scolaire. C'est une chose aussi bête que ça. Le calendrier scolaire à Madagascar est aligné sur le calendrier scolaire français, alors que la saisonnalité agricole est pas du tout euh, calculée dans le calendrier scolaire. Ça fait que beaucoup d'enfants, en fait, quittent l'école au moment des récoltes parce qu'ils doivent aider leur famille dans les champs et donc, ils quittent l'école et souvent ils quittent l'école de façon définitive. Et donc, faire des changements par rapport à ça, c'est des changements qui semblent en apparence mineurs, mais qui peuvent vraiment faire une différence énorme pour les familles les plus vulnérables. Donc ça, c'est l'éducation. Après, bien sûr beaucoup de moyens, beaucoup de politiques publiques qui peuvent aider les familles les plus démunies, c'est-à-dire déjà amener les services de base à ces familles, amener l'électricité, amener l'eau, l'assainissement, les routes. Il y a énormément de personnes dans le pays, surtout dans les zones rurales, qui sont complètement coupées du monde parce qu'ils n'ont pas accès aux routes, surtout pendant les périodes de pluie. Euh, et et on est en train de travailler en fait avec le gouvernement sur des systèmes de transfert d'argent. C'est des systèmes encore très petits, très ciblés, mais c'est des systèmes qui aident certaines familles, déjà les familles les plus pauvres parmi les pauvres, par exemple les mères seules, etc., qui peuvent en fait donner un répit à certaines familles pour justement soulager quelques besoins, réduire la malnutrition chronique des enfants. Et surtout aider certaines familles quand il y a les cyclones ou des catastrophes comme ça. C'est des programmes encore très ciblés, donc très petits et qui dans un pays qui a presque 80% de pauvres, évidemment, il va pas faire une énorme différence par rapport à la masse de pauvreté, à la taille de la pauvreté, à la taille du problème, mais elle va aider les gens les plus pauvres à être un peu moins pauvres, non? Mais la solution vraiment durable vient des opportunités économiques, ça c'est clair.
et les personnes plus pauvres, elles ont moins d'opportunités économiques. À Madagascar, on a par exemple à peu près un tiers des personnes que nous on compte comme personnes employées, c'est-à-dire qu'elles font une activité économique. Elles n'ont aucun revenu, c'est-à-dire c'est des personnes qui travaillent pour une activité familiale ou qui cultivent les champs pour leur propre consommation, mais ils n'ont aucun revenu. Donc, il faut qu'il y ait plus de sources de revenus, plus de sources d'emploi pour que les gens ne soient pas obligés de faire des activités économiques non rémunérées ou des activités économiques très mal rémunérées parce que c'est là la clé en fait de la sortie de la pauvreté de façon durable. Avec l'expérience que tu as, aussi bien du monde économique, mais les managers aussi, qu'est-ce que comment est-ce que tu penses que les différents acteurs, donc les différents acteurs, hein, c'est oui, effectivement, c'est l'État, mais c'est aussi le secteur privé, c'est le milieu associatif, la société civile, tous les partenaires pour le Madagascar. Comment est-ce que tu penses, donc, du coup, qu'ils devraient collaborer pour justement, bah, comme tu disais tout à l'heure, améliorer en fait les différents indicateurs, mais qui, dans le fond, c'est comme des indicateurs, mais derrière ça, il y a vraiment c'est vraiment d'améliorer en fait, la vie des citoyens à Madagascar. Parce que je pense qu'ils pourraient travailler ensemble pour créer une amie, des amis, des projets qui pourraient avoir un impact. Non, c'est une très bonne question. En fait, c'est ça, la question principale, moi, la question primordiale dans le monde du développement. Hein. En fait, pour améliorer le niveau de vie en général, c'est la création des souverains. On ne réduit pas la pauvreté, on n'améliore pas le niveau des ménages en donnant le monde, hein, ou en donnant des cadeaux. Non, 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 c'est en créant de l'emploi. D'abord, l'emploi donne la dignité de la personne parce qu'elle s'est dit responsable de son bien-être, mais en même temps, ça leur permet d'avoir une liberté de, voilà, de faire ce qu'elle veut, améliorer son niveau. Donc, la création de l'emploi est vraiment au centre de cette question de vie. Alors, maintenant, comment créer ces emplois? Donc, au niveau du gouvernement, donc le gouvernement crée, en fait, le rôle du gouvernement, c'est de créer des emplois comme tel, ou par exemple, plus au niveau de la fonction publique. Non, c'est pas vraiment son objectif. Le gouvernement doit créer un environnement propice, n'est-ce pas, pour que le secteur privé puisse créer de l'emploi. N'est-ce pas, à travers, bien sûr, à travers les politiques incitatives. Méthode. Et aussi en créant cet environnement, l'accès aux services, notamment des bonnes routes. Si la route d'ici Tamatave me permet de conduire en moins de 9 heures, ça me prend 6 heures. Moi, en tant que camionneur, je parle de l'argent. Cet argent-là que je vais épargner, je peux réinvestir à un autre camion, par exemple, au fil de temps. Et en réinvestissant dans un autre camion, c'est que je crée 2, 3, 4 emplois, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est ça l'idée. L'idée, vraiment, le gouvernement, au niveau du gouvernement, c'est de créer un environnement qui permet au secteur privé d'optimiser ses activités, pour vraiment maximiser les recettes à travers ce service. Hein, il sera aussi, bien sûr, accès aux services de base, notamment l'électricité, l'eau, et aussi se rassurer que le peuple, n'est-ce pas, non seulement est capable intellectuellement de répondre à la demande qui sera établie par le secteur privé en ayant de l'éducation, mais aussi d'être capable d'avoir de la santé pour en effet travailler effectivement en mettant disponible les services de santé nécessaires. Donc, c'est ça du côté du secteur public. Bien sûr, le secteur privé va répondre à cela. N'est-ce pas? Voilà, il y a des incitations, il y a des garanties, voilà, il y a des opportunités et on va investir, on va faire ce qu'on peut. Bien sûr, la société civile, ils sont là, comme faire le plaidoyer, se rassurer que les gens sont respectés, l'environnement,
il y a le droit de travail et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cette symbiose-là qui fait en sorte que, au finish, n'est-ce pas, que non seulement que les emplois sont créés, mais les emplois fédératifs sont créés, qui, au finish, sont supposés améliorer les conditions de vie. Donc, même pour les jeunes, je disais ça qu'il y a un mot qui est très important que je viens d'utiliser. Je pense que c'est dans cette symbiose. Mais on se dire que tout le monde a voilà, oui, que de manière pour le plus harmonieuse possible, voilà, y aller et une des meilleures pour le bien commun. Exactement. Ok, donc en fait, on comprend vraiment que c'est un, un challenge vraiment multidimensionnel et que parmi les solutions donc qui sont recommandées, il y a effectivement s'adresser au problème de la malnutrition, mais aussi de l'éducation notamment, et également en fait d'essayer de faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de zones désenclavées et aussi donc enrichir, on va dire, augmenter le nombre d'opportunités économiques en fait pour les personnes qui sont vraiment en fait dans des situations de pauvreté critique. Ma dernière question, Anna, en fait, ce serait, écoute, de te donner l'opportunité de partager un message, quel qu'il soit, à notre audience, en rapport donc avec notre thématique d'aujourd'hui, qui est la pauvreté. Qu'est-ce que tu aimerais que notre audience, qui est majoritairement âgée de 18 à 35 ans, je crois qu'on a une majorité de femmes qui nous écoutent, en tout cas sur YouTube, qu'est-ce que tu souhaiterais leur transmettre? Bon, déjà, je suis ravie que vous ayez écouté ce podcast parce que pas beaucoup de jeunes sont branchés sur ces sujets-là. Donc, je suis vraiment ravie et très, très contente d'avoir participé à ce podcast. Euh, mon seul conseil pour les jeunes, c'est vraiment et je vais vraiment sonner un peu cringe là dans mon conseil, mais c'est vraiment sortez de votre bulle. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Sortez de votre téléphone, regardez autour de vous, regardez les personnes qui sont autour de vous et posez-vous les questions. Quelles sont les aspirations de ces personnes, quelles sont les difficultés qu'elles traversent, comment je peux les aider en fait à vivre de façon plus pleine, plus heureuse. Euh, Découvrez votre pays, c'est un pays magnifique, c'est un pays grand, plein de belles choses, plein de paysages incroyables, mais aussi plein de difficultés encore et de privations. Et il faut les connaître, il faut sortir de sa bulle pour découvrir le pays et aussi comprendre les difficultés des personnes, les difficultés des villages, des communautés. Et c'est là que vous aurez la clé, en fait. C'est là que vous aurez la clé pour comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous, individuellement, vous pouvez faire pour améliorer la situation de votre pays. Et comment vous pouvez aussi mobiliser les personnes autour de vous. C'est pas seulement un effort individuel. Une chose qui manque beaucoup à Madagascar, c'est une organisation de base. C'est que les gens se mettent ensemble et disent, voilà, on va créer un projet de pays, un projet de quartier, un projet de communauté, quoi que ce soit, à n'importe quelle échelle. Ça peut être une échelle très petite ou une échelle nationale. Mais il faut s'organiser, il faut trouver des causes auxquelles on tient vraiment, que ce soit l'environnement, l'enfance, la culture, n'importe quoi. Mais il faut créer ce sens de projet. Il faut créer un projet. Et pour ça, les jeunes sont vraiment les meilleurs. Ils ont de l'énergie, ils ont envie, ils ont de la créativité. Donc, regardez autour de vous, découvrez votre pays et commencez un projet aujourd'hui, organisez-vous. Voilà. Alors, Francis, André, déjà, donc, sur la fin de cette discussion, mais j'aurais aimé te demander si tu as peut-être un mot de la fin que tu souhaiterais partager à notre audience majoritairement jeune, on va dire, 18 et 35 ans. Si tu as quelque chose que tu souhaites transmettre, terminer. Donc, on est les cash,
C'est dur. Mais moi, je suis optimiste. Hein, optimiste. Les mouvements, la géopolitique n'est pas si intéressante que ça. On va tous aux États-Unis, bon, et ainsi de suite. Mais je suis plutôt optimiste dans Madagascar, surtout quand c'est que la jeunesse, surtout quand il s'agit des opportunités, des compétences des jeunes à bagage, surtout dans le monde de la technologie. On voit beaucoup dans des secteurs privés, les acteurs privés, ils parlent de la main-d'œuvre qualifiée dans les sociétés technologiques, donc tout ce qui est digital. Et moi, je me dis, c'est un atout que les jeunes bagages doivent vraiment les élu. Les incitations sont là. Récemment, le gouvernement bagage a fait des réformes assez robustes dans le digital. Qui a, du moins, on a vu, qui a réduit le coût du digital à Madagascar. Et moi, je dis tous ceux qui sont dans ce service-là, vraiment, ils sont plus capables de beaucoup des Africains. Et vraiment de continuer, de ne pas lâcher. Parce que ils ont un avantage comparatif qui réalise ça. Donc, c'est un peu ça le message. Super. Bah, écoute, merci à toi, Anna. Merci à toi, Francis, de nous avoir apporté une lumière sur cette thématique. Vraiment, merci, merci, merci. Merci.